cas de Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, la 9e législature. Ils sont 3 dans un même dossier. Les 2, et ce qui est tout à fait normal, viennent de bénéficier d'autorisation pour aller se faire soigner. C'est bien Zéfarel et Michel Kamano. Mais lui qui a alité à l'hôpital jusqu'ici, son cas devient de plus en plus préoccupant. Oui, c'est quand même parce qu'aujourd'hui, il y a l'opinion qui crie à une forme d'injustice qui s'abat sur... Ou à une justice de 2 poids, 2 mesures. Non, une justice de 2 vitesses, à 2 vitesses, évidemment, parce qu'on ne comprend pas que Amadou Damaro, qui est souffrant, qui est alité, qui est dans une situation difficile, puisse ne pas bénéficier aujourd'hui de cette autorisation pour aller se faire soigner. On applaudit la justice des 2 mains pour avoir facilité cette autorisation pour les 2 autres, mais on pense qu'aujourd'hui, on a servi de l'eau à une chèvre qui ne bêle pas et on laisse la chèvre qui était en train de bêler, parce qu'aujourd'hui, Damaro est beaucoup plus dans le besoin que les 2 autres. Je ne suis pas contre la dame Zéfarel, c'est même normal. Je ne suis ni contre Michel Kamano, mais du point de vue humanisme, Damaro devrait quand même bénéficier de cette autorisation pour aller se faire soigner. C'est dommage qu'on ait cette impression, et d'ailleurs qu'on donne cette impression à l'opinion que la justice, d'un côté, lorsque vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas concerné, on peut adoucir les sanctions, on peut même... Et même le gel des comptes, le gel des documents, même les dames qui sont très impliquées, c'est le cas d'Adja Issata Dafé, c'est le cas également de... Sala Fani. Oui, et même la dame... Djalikatou, jusqu'à présent, elles n'ont pas reçu encore leurs documents de voyage, encore moins leur compte reste gelé. Non, il faut dénoncer cette injustice. On n'est pas contre qu'il y ait la justice dans ce pays. On se bat tous et on crie à longueur de journée pour que notre pays puisse être un état de droit, que les gens puissent rendre compte lorsqu'on vous fait appel pour gérer la chose publique. Mais personne ne souhaite quand même que cette situation qui est arrivée à Damaro puisse arriver à un parent ou même à un être humain, parce que ça dégrade l'image de la transition, ça dégrade l'image même du colonel qui aujourd'hui a juré de venir corriger toutes les imperfections qu'il y a eu de par le passé. Mais cette injustice ne peut pas aujourd'hui prospérer et qu'on se taise là-dessus. Qu'on permette à l'honorable Damaro, à Kassori Fofana et à tous ceux qui aujourd'hui qui sont dans le besoin d'aller se faire soigner, ce sont des Guinéens. Mais ils n'ont pas fait pire que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il y a des gens qui se sont enrichis, qui se sont beurrés plus que ceux qui étaient là au temps d'Alpha Condé. On connaît des ministres qui sont en train d'acheter, pas des domaines, mais des châteaux, des empires, c'est des constructions à perte de vue. On connaît tout ça. Mais il faudrait quand même qu'on s'humanise dans ce pays. Nous sommes tous des Guinéens. Il ne faudrait pas qu'on ait la pierre à la place du cœur. J'appelle personnellement à la conscience du colonel de se réveiller, de permettre à ces gens, ce pas des rebelles, ce pas des gens qui vont sortir pour aller appeler à la rébellion ou pour prendre des armes contre la Guinée. Ils ont leur parents ici, ils ont leur investissement ici, mais il faudrait qu'on arrête de donner l'impression qu'on a affaire avec une justice qui d'un côté est douce et de l'autre côté qui veut hausser le ton contre des gens parce que vous êtes juste votre seul crime, parce que vous êtes des politiques. Lamine Sissé, l'ancien directeur général de l'ANAIM, une commission rogatoire sollicitée par la CRIEF auprès du vérificateur général. Lamine Moïma Sissé, quelles sont les toutes dernières nouvelles liées à ce dossier? Est-ce le début de gros ennuis judiciaires pour celui qui était jusque-là patron de l'ANAIM? Oui, cette anecdote que j'ai gardée comme un grand secret, quand je voyageais, je partais au Sénégal. Oui. Arrivé à l'aéroport, j'ai tendu mon passeport. Il y a le policier qui a saisi, qui a retenu mon passeport. Je suis resté pendant 5 minutes, ça ne bougeait pas. Et on appelait ceux qui étaient derrière. Donc ceux qui étaient derrière moi passaient pour se faire enregistrer. Puisque vous êtes... Après, je lui ai demandé, parce que dans mon passeport, c'est écrit Lamine Sissé. Alors j'ai demandé au policier, je dis, mais pourquoi vous me retenez? Qu'est-ce qui se passe? Et parce que je ne sais pas pourquoi je dois être retenu. Voilà. Alors il m'a demandé que si j'ai été fonctionnaire. Je dis non. Je dis pourquoi? Il dit non, parce que je vois un nom, Lamine Sissé, ici dans mes bases de données. Non problématique. Donc oui, justement, et qui ne doit pas sortir. Je dis, mais pourtant, il est sorti par là, à l'aéroport, ça c'est connu de tout le monde. Où vous étiez?
quand il sortait. Je sais qu'il est sorti à l'aéroport de Conakry. Oui, mais bien sûr, c'est à l'aéroport de Conakry. Il a pris son vol à l'aéroport. Ouais. J'ai dit, comment se fait-il? Il dit, non, c'est toi Lamine Cissé. Je dis, je suis Lamine Cissé. Il dit, tu n'as jamais travaillé. Je dis, non. Il dit, maintenant, vous êtes qui? Je dis, moi, je suis journaliste. Et il a appelé un certain Senkou, un commandant. Il a appelé pour lui demander de venir. Non, je ne lui ai pas dit d'abord que je suis journaliste. Donc ce Senkou est venu. Et quand il est venu, il a dit, il lui a attendu mon passeport. Il lui a dit, bon, j'ai un certain Lamine Cissé ici. Et dans ma machine, il y a un Lamine Cissé qui ne doit pas sortir. Alors que lui, il est déjà parti. Non, il y a longtemps, il est très parti par là-bas. Et puis par le salon VIP, pas par l'autre salon. Salon VIP, bien cortégé, prendre son vol et partir en Côte d'Ivoire là où il est. Donc de la Côte d'Ivoire, il va là où il veut. Maintenant, après, ce Senkou que je ne connais pas, que j'ai découvert, il est différent des deux autres illustres Senkou que je connais. Illustre Senkou que je connais, Mamadi Senkou et Ablaye Senkou, qui fait des efforts au garage gouvernement. Inestimable. Et donc, permettez-moi, il ne faut pas me couper dans mon élan, Condé. Alors, donc, ce Senkou est venu et quand il m'a aperçu, il a dit, ah non, lui c'est un journaliste. Et donc, c'est monument, non? Je dis, oui, il dit non. Je dis, non. Je dis, je veux bien savoir pourquoi j'ai été retenu. Donc, il m'a expliqué. Et je lui ai dit, je lui ai fait comprendre. Et pourtant, Lamine est parti. Est-ce que vous le savez? Il dit oui, bon, je dis allez-y corriger dans votre machine que Lamine il faut l'actualiser. Voilà, il faut actualiser, enlever parce qu'il ne reviendra pas avant la fin. Il ne reviendra pas avant la fin de la transition. Ouais. Donc bref, comme pour dire, je savais qu'il se tramait des choses autour de lui. Et même son voyage, il a fallu l'intervention au haut lieu. Comme on aime le dire. Je ne sais qui, mais en tout cas le haut lieu est intervenu. C'est le colonel, hein? Bon, parce qu'il a été son bienfaiteur pendant les périodes bien sûr, du colonel. Bien sûr. Non, mais vous savez, donc le colonel aussi doit rendre compte, parce qu'il a bénéficié le cas de Lamine, c'est un signal pour tous les collaborateurs du colonel. Ouais. Qu'à un moment donné, il ne va pas se gêner de vous lâcher si vous arrivez, si la justice estime que vous avez des problèmes avec la justice. Parce que Lamine Cissé, comme il l'a dit, c'était quelqu'un qui a été très utile à l'actuel président de la transition. Au colonel et à la maman du colonel qui considère Lamine comme son premier garçon. Donc Lamine est considéré dans sa famille comme le premier garçon du colonel. Et contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui où la maman du colonel a eu beaucoup d'enfants. Donc maintenant, celui-ci, depuis ce temps, c'est fait. Non, ne m'amenez pas à personnaliser. Marwan n'aime pas ça. Et il a dit de ne pas aimer ça dans cette émission. On va citer deux noms. Non, je dis, ça c'était important de rappeler. Et après, ce qu'on lui reproche, c'était connu de tout le monde que le monsieur devait avoir fait à la justice à un moment donné. Et parce que le rapport, c'est juste symptomatique. Le rapport nous confirme le rapport confirme les soupçons qu'il avait sur comment on appelle sa gestion. Le monsieur qui était un roi télé au ministère et qui n'obéissait à personne, non pas au ministre. De toutes les façons, il n'avait aucun égard pour le ministre. Et il y a un conseil d'administration qui a été mis en place et qui a même été aussi épinglé dans le rapport, dirigé par Baraka Filan Traoré. Et l'IG a dit que le conseil ne se tenait pas. Et malheureusement, le conseil ne s'intéressait pas à la gestion financière. Ah bon? Un conseil d'administration, oui. Vous savez, Filan, c'est comme un parent, donc c'est une affaire de famille. C'était ça en quelque sorte. Comme Marwan l'expliquait tout à l'heure. C'est ce qui se passait, parce que c'est ce qui est dit dans le rapport, et c'est ce qui est très grave. Ouais. Et l'autre chose, on dit que même les états financiers qui ont été validés par le conseil d'administration, l'IGE n'a pas trouvé de pièces comptables pour justifier les montants qui sont inscrits dans ce rapport financier. Donc cela n'a pas été retrouvé. C'est catastrophique. Oui, mais c'est-à-dire que ça ne doit pas étonner. Moi, donc, même le conseil d'administration doit répondre. Ah, Filan, il ne faut pas dire ça. Il faut pas. Si vous dites ça, lui aussi il va chercher à partir. Il ne faut pas lui attirer des foudres. Et on risque de vider la. Maintenant, et l'autre chose, il y en a tellement. Il y a aussi des recrutements sans appel d'offres. Cela a été dit par l'IG, le rapport. On dit que les procédures de recrutement sont peu transparentes. Donc, a été très mesuré en disant peu transparentes, sinon pas du tout.
Et on dit non concurrentiel aussi. On dit les recrutements, les appels à candidature se faisaient sans le recrutement se faisait sans appel à candidature. Donc aucune ouverture. Oui. Pour permettre. Pas du tout. Et ce que je vais vous dire, le fichier était plein de personnalités. Je connais des gens, je vais taire le nom, mais demain, après-demain, je vais les dévoiler. Des personnalités d'alors ou de maintenant? Non, d'alors, pas maintenant. Il a quitté dès que et on lui a dit qu'il ne peut pas être maintenu, malgré ses relations avec le colonel. On lui a dit que ce n'est pas possible de le maintenir. Et parce qu'il serait la figure hideuse de la mauvaise gestion dénoncée par, par tout le monde, et même par le président Alpha Condé lui-même. Et donc, je vous dis que l'autre chose qui est encore beaucoup plus grave, c'est que c'est la sous-évaluation du prix de la redevance. Ça a été dit aussi par le conseil, par l'inspection de l'IGE. Donc, les manques à gagner s'expriment à des milliards, à des dizaines de milliards de francs guinéens, et donc ce qu'il faut justifier. Donc il y en a assez de choses. Il y a à boire et à manger. Il y en a assez de choses qu'on reproche à M. Lamine. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il était jusqu'hier en Côte d'Ivoire. Baïla Amadou Traoré. Il est aujourd'hui, et ce qui est grave, comme vous l'avez dit dans votre libellé, donc il a été demandé de scruter, d'aller voir les comptes de son entourage. Justement, oui. Et après, voir, on va jusqu'à aller, parce que cela est en train d'être discuté. Non, pas la commission rogatoire, mais la saisine de ces avoirs ici à Conakry. Vous savez, dans l'État, on en parlait il y a plus de 5-6 ans. On parlait de ces avoirs ici à Conakry et même de son salaire qui s'est attribué. Mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres directeurs qui font la même chose, qui se donnent des salaires, qui donnent beaucoup de salaires à leur conseil d'administration pour éviter que ces derniers aient un regard critique ou s'opposent aux avantages qu'ils s'accordent indûment. Et donc tout cela doit être corrigé. Questionné. Corrigé, non pas questionné. Ça doit être questionné d'abord avant d'être corrigé. Non, l'IGE a questionné. Non, pour les actuels responsables. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Allez-y, Baïla Amadou Traoré. Oui, j'ai aussi découvert moi aussi cette commission rogatoire. J'avoue que je ne connais pas M. Cissé, mais je me suis intéressé plutôt effectivement à la forme juridique, aux aspects juridiques, parce que en lisant effectivement le document, cette commission rogatoire sur Mosaïque, je me suis posé, j'ai eu la curiosité d'aller lire un peu justement les textes de loi visés, et j'ai été de surprise en surprise. Et comme je ne suis pas spécialiste en la matière, ensuite j'ai consulté vraiment un spécialiste, l'un des plus grands spécialistes de droit pénal, pour essayer de me guider si je suis dans la bonne direction. Et effectivement, ce document pose plusieurs questions. D'abord, cette commission. Oui, cette commission. Cette commission rogatoire de la CRIEF pose plusieurs questions. D'abord, il faut rappeler que, étant donné qu'on est au stade de l'instruction, normalement les actes sont couverts pour le moment par le secret de l'instruction, bien entendu, auxquels sont astreints ceux qui concourent à la procédure et non pas à nous autres médias. Et donc c'est déjà un petit problème que cela soit sur la place publique, mais tant mieux, je dirais, parce que ça nous permet. Donc ça ne devrait pas l'être. Oui, ça nous permet de pouvoir le commenter. Oui. Donc, la commission rogatoire, lorsqu'on voit les articles, c'est important. La commission, ce document vise, donc s'appuie sur le code de procédure pénale seulement, sur deux dispositions du code de procédure pénale. La première, c'est l'article 147, c'est l'alinéa 4 qui nous intéresse particulièrement, qui définit en gros c'est quoi une commission rogatoire, qui dit si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire, et c'est important, aux officiers de police judiciaire afin de les faire exécuter. Donc,
impossibilité pour un juge d'instruction, pour XY raison de procéder à l'information, il nomme des officiers de police judiciaire. Et non l'IGE. Et le code de procédure pénale est vraiment clair en la matière. Et justement, c'est confirmé encore une fois par le deuxième article qui est visé toujours par ce document, l'article 253. Donc, je cite juste le premier alinéa qui dit que le juge d'instruction peut recourir par commission rogatoire tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire qui en avise donc le procureur. Et à cela, il faut préciser que justement, par exemple, parlant des officiers de police judiciaire, c'est l'article 13 aussi du Code de procédure pénale qui définit clairement, qui donne une liste limitative des officiers de police judiciaire et auxquels n'appartient pas justement l'IGE et les vérificateurs. Donc, j'ai eu la curiosité, je suis même allé voir le décret portant attribution et fonctionnement de l'IGE pour voir si je pouvais trouver des éléments là-dessus. D'ailleurs, ce décret qui m'a été facilité parce qu'il est annexé au rapport qu'évoquait Monument à la fin, le décret d'attribution de l'IGE, et nulle part à la lecture de ce décret, j'ai vu cette possibilité. Et justement, après cette lecture, je me suis rapproché des spécialistes qui m'ont dit que c'est une incongruité totale et que effectivement, à leur connaissance, il n'y a pas de texte autre que ceux qui sont visés, et donc il n'y a pas possibilité normalement de faire une commission rogatoire à d'autres personnes qui sont visées, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire ou les juges d'instruction. Donc cela pose vraiment question sur comment ce acte a été rédigé pourtant par des juristes. Oui, non, par les juges d'instruction. Donc un président, les juges d'instruction de la CRIEF, et même logiquement, vous savez, les corps de contrôle, c'est le sens inverse. C'est lorsque justement on part du rapport, par exemple, de l'IGE, que le corps de contrôle, ensuite, s'il découvre qu'il y a peut-être matière à infraction, peut justement saisir les autorités judiciaires pour d'ouvrir une information. Mais maintenant, après avoir commencé une instruction, saisir l'IGE qui, une fois encore, quand même on lit le décret, n'est saisi en général que par le président de la République. Cela pose vraiment question sur la base juridique, parce que je rappelle que de la commission, voilà, aucun autre texte n'est visé. Donc on peut partir de ce constat. On peut conclure en disant qu'il y a de l'amateurisme. Oui, il y a, en tout cas, exactement. C'est ce qui apparaît. En tout cas, il y a une erreur. Toujours le débat sur le fonctionnement de la CRIEF, l'exécution de la commission. Bien entendu, j'ai essayé de savoir si M. Cissé, justement, quels sont ses avocats constitués, mais je n'ai pas encore pu entrer en contact avec eux pour voir ce dossier, puisque la commission vient juste d'être émise. Si vous permettez, on passe au deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour, Habib Marwan Kamara. C'est bien cet effondrement de 2 immeubles du côté de Matoto. Boubacar Sansobari. Oui, on en a parlé, on a commencé à en parler hier. Aujourd'hui, on va davantage en parler parce que l'ampleur du drame se révèle au gré des heures. Hier, on en parlait, il était question de gens bloqués dans les décombres. Aujourd'hui, en tout cas dans la soirée ici, on m'apprenait qu'il y a peut-être 3 victimes qui auraient été sorties des décombres. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir quelles sont les raisons qui ont conduit à l'effondrement de ces immeubles, et interpeller directement les entreprises en question, le ministère de l'Habitat notamment, et les conditions dans lesquelles les contrats, les marchés ont été attribués dans le cadre de ce marché, parce que de toute évidence, il y a eu défaillance quelque part. Alors que les immeubles ne sont même pas achevés, qui se mettent à s'écrouler de cette façon-là, quelqu'un doit pouvoir rendre compte. Quelqu'un doit pouvoir rendre compte. Et comme un morceau de sucre dans le café. Donc, non, moi j'attends rien que sur ça, j'attends peut-être de savoir qu'est-ce que le colonel
colonel Mamadi Doumbouya, les autorités en général, quelles réactions elles vont devoir adopter? Oui, Monima Sissi. Oui, quelqu'un doit répondre. Ça devait être fait. En attendant, tous ceux qui sont impliqués devaient être aujourd'hui en prison, dans les conditions normales, quand les choses se passent de façon sérieuse. Et d'abord, permettez-moi de donner cette précision avant de continuer, c'est important par rapport au débat qu'on menait tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui nous envoie un message pour nous dire que les inspecteurs d'État ont bel et bien la qualité d'OPG à l'intention de Baïla. Il nous informe qu'ils ont même leur habilitation, c'est un inspecteur d'État. Ils ont leur habilitation signée du procureur général Charles à l'époque. Quand Charles était procureur général. Si vous pouvez lui demander la base juridique, la base légale, pour ma culture personnelle. C'est important. Pour ma culture personnelle. Ils peuvent l'être, mais est-ce que la loi le permet? Nous devons être éclairés par rapport à ça, puisqu'il écoute l'émission. D'accord. Cette remarque, certainement, il va le faire. Il va le faire, oui. Allez-y, comme il écoute là. Alors, il a même envoyé le décret et je vais vous transférer aussi ce décret tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que j'ai lu le décret, mais j'ai pas... Bon. Et vous avez lu quel décret? Le décret portant attribution de l'inspection générale d'État que je disais était annexé au rapport de l'IGE. C'est sur ce décret que j'ai lu, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être il peut nous envoyer, le spécifier. Le décret portant statut particulier du personnel de l'inspection générale d'État. Donc c'est ce décret que vous avez lu? Non, c'est le décret portant attribution de l'inspection. C'est ce qui est là. Très bien. Donc je peux vous envoyer. Merci à l'anonyme. Et très persévérant et très attentionné. Très prompt même, parce que régulièrement il réagit. Oui, on avance.